Bon ok, me revoilà Valenton, je sais, j'y suis tout le temps, hein. Si c'est pas pour Honda, c'est pour Suzuki et inversement, mais les nouveautés sont là et c'est des nouveautés qui m'intéressent, donc je vais pas me priver évidemment. Et aujourd'hui c'est la petite sœur de la 1050 DE, c'est la V-Strom 800 DE. Elle est ici dans toute sa splendeur, dans ce coloris gris mat et jaune, et on va la détailler sans plus tarder parce qu'il me tarde justement d'aller rouler. À l'avant on a une jante de 21 pouces avec un pneu de 90 de large, c'est des Trailmax Mixtour Dunlop, hein, la même monte que sur pas mal de machines là en ce moment, c'est vrai qu'elles sont assez répandues ces gommes. On a deux disques de 310 mm pincés par des étriers Nissin montés en position plus ou moins radiale, c'est un peu bizarre ce montage, ils ont 4 pistons, la fourche inversée offre 220 mm de débattement. Le réservoir il a une contenance de 20 litres, ce qui est bien, hein, ce qui est équivalent à la 1050 DE, donc ça c'est parfait, ça promet une bonne autonomie avec un petit moulin comme ça. Et le moteur justement il développe 84 chevaux à 8500 tours minute, le couple lui arrive à 6800 tours minute, c'est les mêmes specs que la GSX 8S, le moteur a été remis dedans, shifter compris. On a donc une boîte 6 avec le shifter de série, et s'il marche aussi bien que sur le Roadster, ça promet du plaisir. La selle elle est à 855 mm de haut, et comme sur la Transalp, j'espère de tout mon cœur qu'elle est bien échancrée, sinon je risque de pas toucher par terre et j'ai oublié mes échasses aujourd'hui, ça va être compliqué. À l'arrière on a un disque de 240 avec un étrier simple piston, bonjour, et le pneu à l'arrière fait 150 de large sur une jante de 17 pouces, et tout ça, tout ce beau bébé fait 230 kg sur la balance. Et alors esthétiquement elle me paraissait très longue cette machine, donc j'ai regardé l'empattement. L'empattement fait 1,57 m, soit 1 cm de plus que la Transalp, mais en fait on se fait avoir par la faible hauteur de la bulle qui compense pas avec la longueur générale de la moto, donc il n'y a pas vraiment d'équilibrage dans la dimension verticale. On y va? Et on y va. Cette moto, avant que j'oublie, elle coûte 11 500 €. C'est 900 € de plus que la Transalp. On va la comparer rapidement à sa concurrente japonaise, mécaniquement, et puis tout ce qui est de la partie cycle. On va voir si c'est mieux ou moins bien ou identique. C'est carnaval. Bref, allez. On est donc à dos de V-Strom 800 et j'ai pas regardé comment étaient mes pieds. Je vais m'arrêter vite fait ici. On va s'arrêter, on va regarder. 1,73 m toujours, et deux bonnes pointes. Je pourrais être comme ça, hein, sur un pied avec le pied droit relevé, mais on va plutôt poser les deux pointes par terre. C'est plus rassurant pour moi. Je vais aller à droite. Alors je le précise parce que je le sens, hein, elle est vive à emmener même sur le point de patinage, et à la moindre ouverture des gaz ça part. J'ai le traction control déconnecté, je suis en mode A et j'ai l'ABS à 1, et on sait après l'épisode GSX S1000 à quel point les réglages sont importants sur les Suzuki. Ouais, ça fait deux motos complètement différentes. On a le quick shift que j'ai pas encore utilisé, voilà, à fond sur les bosses, pas de problème, ça te mange tout ça mais tranquille. La position debout est bonne, on est à 10 cm du réservoir, on n'est pas posé dessus, ce qu'il faut, hein, puisque ça permet de laisser aller la machine vers l'avant ou vers l'arrière. Et alors contrairement au Roadster, les clignots LED sont de série, encore heureux, hein, des fois qu'ils mettent les clignots à ampoule de série et les LED en option. Sur une moto à 11 500 €, ça ferait un petit peu cher. Et donc je disais qu'elle coûtait 900 € de plus que la Transalp, et on va la comparer rapidement justement à cette principale concurrente, hein, puisque de puissance c'est assez voisin. Je le disais, celle-ci fait 84 chevaux, la Transalp en fait 8 de plus, 92, et la Suzuki a plus de poids à emmener, elle fait 22 kg de plus que la Transalp, donc c'est pas négligeable. Cela dit, elle fait 22 kg de moins que la 1050 DE, bref, elle fait aussi 23 chevaux de moins que la grande sœur. On a, comme sur la Transalp, deux disques de 310 à l'avant. Par contre, les étriers sont des 4 pistons, là où il n'y a que 2 pistons par étrier sur la Honda. La puissance, je l'ai dit, le poids, je l'ai dit, la selle, l'accessibilité est quasiment la même, hein, puisque la selle ici est à 855 mm et que sur la Transalp elle est à 850 mm. Ici elle est échancrée comme sur la Honda, donc c'est facile, on l'a vu, hein.
touches, de 2 bonnes pointes par terre. Quoi d'autre? À l'arrière, le disque est un petit peu plus petit. Sur la Transalp, c'est un 256 mm et là c'est un 240. Pas de quoi se relever la nuit, hein, cependant. Mais sinon, c'est deux machines assez proches. Le TFT fait également 5 pouces et là je sais pas pourquoi, mais il est en affichage de nuit. Soit il n'y a pas l'affichage qui a basculé, soit il est toujours comme ça, mais je pense pas. On n'est pas déstabilisé, hein. C'est la même organisation que sur la 1050 DE, dans un habillage tout noir. Donc comme ça, quand on regarde, on a l'impression que l'écran est beaucoup plus grand que ce qu'il n'est réellement. Et ça, c'est bien vu de la part de Suzuki. On n'a pas un habillage ici, un contour qui rétrécit visuellement la taille de l'écran. Tout est fait pour donner une impression de grande surface. La bulle est pas réglable et elle est minuscule. Pour donner une idée, là, quand je conduis, j'ai le torse bien droit. Elle m'arrive à peu près à mi-torse, en plein plexus. Et bah, je suis curieux de voir la protection qu'elle dispense, justement. Qu'est-ce qu'on a sur cet écran? Donc je le disais, hein, j'ai détaillé les modes tout à l'heure. Le compte-tour dans la zone rouge commence à 9500 ici et qui se finit à 12 000. Le compteur, l'indicateur de rapport engagé, l'indicateur de quick shift, une jauge à essence qui est vide, une autonomie restante. J'ai encore 50 bornes à faire avant que ça soit à peine sèche et que je doive porter la moto sur mon dos. Une conso instantanée, une température d'eau, une température d'air, et on fait défiler les infos ici, un totaliseur, un voltmètre, trip-1. La conso moyenne sur le trip-1, donc ça c'est une moto qui a 190 km et jusqu'à présent elle a consommé 6 litres 2 au 100. On peut faire moins parce que, étant donné que c'est une machine de démo, les gens ont beaucoup plus tendance à tirer dedans. Ils sont là pour lui faire un peu cracher ses poumons. Donc c'est normal que ça soit sûrement supérieur à la théorie annoncée par Suzuki. Et on revient. Et voilà, et on navigue. Et par contre, si je dis pas de bêtises, on peut pas faire défiler les infos en dessous. On restera toujours avec la température d'eau et température d'air. Ok, traction control A1, ABS. ABS, on l'a sur combien de niveaux? Ok, bah je touche pas alors. Et comme sur la GSX 6000, quand le voyant TC est allumé, c'est parce que le traction control est coupé. C'est pas parce qu'il est actif, c'est tout le contraire. Waouh! Et j'oubliais aussi, la Hornet a 2 cm de moins de débattement sur la fourche que cette Suzuki. Et le shifter marche mais comme une boîte auto, c'est dingue. J'ai même dû regarder l'indicateur pour voir que j'étais bien passé de 3 en 4 parce qu'il n'y a pas eu d'à-coup, il n'y a pas eu d'indice qui trahissait le passage d'un rapport. Donc c'est vraiment dingue de douceur, mais je l'avais déjà remarqué sur le Roadster. Et qu'il soit de série, c'est excellent aussi. Allez, pendant que je me traîne derrière cette 207, on va regarder les tarifs d'assurance de cette V-Strom 800 DE avec mon partenaire FMA Assurance. On connaît la musique et d'ailleurs, je l'entends qui arrive, alors je laisse les slides défiler. Bon, me revoilà, mes craintes semblent se confirmer puisque déjà à 80 km/h, par une journée qui n'est pas particulièrement venteuse, hein, les feuilles des arbres ne bougent pas, c'est pas la tornade dehors, et ben je suis pas très bien protégé. C'est assez sonore dans le casque avec des turbulences qui me tapent droit dans l'écran, droit dans la visière, je sais jamais comment on appelle ça. Bref, ce qui est brillant or chez moi, voilà, couleur beauf. Les turbulences, il n'y a pas de mystère, forcément si elles sont pas arrêtées plus haut que ça, bah elles tapent majoritairement dans le haut du torse et dans le casque du conducteur pleine face. C'est très sonore, hein. J'ai pas la tête extrêmement chahutée, mais par contre on a beaucoup de bruit dans la tête et ça peut saouler à la longue. Et on a des pare-mains ici, pas comme sur la Honda, voilà. On n'a pas de sabots, on voit les fixations des crash bars en option sur les tubes du cadre, mais rien de série pour protéger la mécanique.
Alors même si les valeurs de puissance et de couple sont les mêmes que sur le Roadster, la puissance n'est pas délivrée de la même façon. J'ai l'impression que la réponse à la poignée est plus démultipliée que sur le Roadster. J'ai l'impression qu'on pousse plus les rapports que sur sa cousine. C'est bizarre ce que je viens de dire, non? Bref, la GSX 8S, quoi, on a compris. J'ai l'impression qu'on claque moins les rapports de façon serrée que sur le Roadster. Je vais y arriver. Voilà ce que je voulais dire. Ok, c'est pourtant très clair. Non mais pour finir avec les specs de la machine, elle existe donc en gris mat pailleté. Il est quand même métallisé. C'est pas tout à fait un mat, c'est un satiné en plus. Elle existe donc en gris et jaune, en bleu et jaune et en noir et bleu. La plus belle étant, d'après moi, une BM qui me remercie, marrant. La plus belle étant d'après moi la bleu et jaune, qui est vraiment mais superbe. Un bleu qui pète, un jaune qui envoie, il n'y a rien à dire. Voilà, on l'entend hein, le vent, on l'entend hein, le vent. Alors ça me fait pas du tout bouger la tête parce que les turbulences ont quand même été cassées par le haut de la bulle. Par contre ça fait du bruit. Et de guidage, elle est géniale, elle est vive sans être trop surprenante et on l'emmène partout malgré la jante de 21 pouces. Elle se guide d'un regard, hein. C'est fou hein. Tu regardes et t'y vas. C'est dingue cette aisance hein. Mais je pense d'ailleurs que ça se voit dans ma façon de conduire, c'est que j'ai très vite été à l'aise et que j'ai pas hésité à la cravacher plus qu'une moto qui serait difficile à prendre en main. J'aurais même pas besoin de dire qu'elle est facile à appréhender parce que ça se voit en fait. Hop. Et on va essayer d'aller un petit peu vite pour voir à quel point le vent est désagréable. Allez, et puis je vais aller remettre de l'essence aussi. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, les turbulences viennent d'un peu partout. Elles viennent pas tout à fait que du devant. Il y en a un peu sur chaque côté. Du coup, ça me tient le casque en place. Je sens qu'il y a des turbulences, mais elles semblent bien s'équilibrer autour de ma tête. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de bruit, mais sans les mouvements parasites. Et puis, ça tourbillonne aussi pas mal en haut du torse. Donc, il faudrait une bulle pas plus large parce qu'elle est déjà d'une largeur conséquente. Elle fait 30 cm à sa largeur la plus importante, mais plus haute évidemment, mais ça c'est le design qui prime hein. C'est quand on privilégie la forme sur la fonction, on se retrouve avec des choix pas toujours super justifiables. C'est bon, on a voulu une moto un peu ramassée, un peu sportive, et ça c'est vrai que c'est réussi. Mais par contre, c'est le conducteur qui en fait les frais. En plus, il doit parler plus fort pour qu'on l'entende dans le micro. Ah, ça va pas du tout. Et pourtant, il n'y a vraiment pas de vent aujourd'hui hein. Enfin bon, on va pas trop insister là-dessus. Elle est très bien, elle est beaucoup plus facile à débéquiller par exemple que la grosse 1050 DE avec sa jante de 21 pouces. Elle est plus... un petit peu plus facile à emmener également, et vraiment de conduite c'est facile quoi, c'est très facile de présentation. Il y a vraiment eu un énorme bond de fait depuis j'allais dire à quelques semaines, non, depuis quelques mois chez Suzuki, et c'est palpable, c'est perceptible qu'il y a eu vraiment une augmentation de la finition, du niveau de qualité. On n'est plus sur des motos vraiment bon marché ici, c'est tout à fait la concurrente d'autres marques. Je mets toujours la Tiger un peu à part parce qu'on a un autre niveau, c'est pas la même mécanique, c'est pas un bicylindre en ligne, donc voilà. Mais sinon très très bien. Et le freinage est bon, le freinage en lui-même, vraiment le mordant sur les disques, rien d'exceptionnel. Par contre, la moto se comporte très bien, même si on a une fourche avec un bon débattement, et ben c'est pas du chewing-gum. Et elle est d'ailleurs réglable sur chaque tube, cette fourche là. Mais là de base elle est déjà très très bien réglée.
Et donc ça donne une moto sereine, hein, aussi bien à l'accélération, on ne s'écrase pas sur la suspension et la fourche se détend pas de façon exagérée, qu'au freinage. Donc comme je le disais, on a une moto qui reste sereine malgré l'arrivée du poids sur la roue avant. Et ben il serait déjà temps de la rendre, hein, cette machine. J'avais pas prévu que ça dure aussi peu de temps, mais fallait qu'elle aille moins vite, hein. C'est tout. Je vais rendre sa moto à Rebecca à Valenton. Merci à elle, merci à BR Moto pour le prêt de la machine. Et il y a encore d'autres nouveautés de chez eux que je vais essayer. Donc du Suzuki, on va en avoir encore un petit peu, oui, mais des bons trucs, hein. Des bons trucs et des trucs un peu étonnants aussi. On verra ça.